Bonjour à tous, on évoque aujourd'hui une période particulière de l'histoire de France, la Fronde, entre 1648 et 1653, et vous allez voir, il va falloir s'accrocher un peu pour comprendre tout ça. Partons du commencement. Le terme de Fronde désigne donc dans l'histoire de France une série de révoltes contre la monarchie française. Elles se déroulent, ces révoltes, de 1648 à 1653, et elles se déroulent dans le contexte de la minorité du roi de cette époque, c'est-à-dire Louis XIV. Louis XIV est encore mineur, il y a donc une période de régence, et un certain nombre de forces du royaume, je vais les expliquer, en profitent pour amener de manière frontale des revendications au pouvoir royal. Cette période de la Fronde voit se conjuguer à la fois des mouvements de révolte populaires, qui sont assez classiques sous l'Ancien Régime, mais également un mouvement de révolte des parlements, c'est-à-dire des cours judiciaires sous l'Ancien Régime, et également des révoltes des princes de la noblesse, ce qui va finalement dégénérer carrément en guerre civile. Revenons un peu sur le contexte, et pour comprendre la Fronde, il faut remonter en fait aux années 1630, donc un petit peu auparavant. On est sous Louis XIII, et à ce moment-là, du fait de la guerre contre l'Autriche, puisque la France s'est engagée dans la guerre, ce qu'on a appelé la guerre de 30 ans, en 1635, le cardinal de Richelieu, au nom du roi donc Louis XIII, mène une politique fiscale très dure envers les populations. On a pu parler, les historiens ont pu parler même du tour de vis fiscal que le gouvernement fait à ce moment-là. Afin de renforcer encore un petit peu plus l'autorité royale, Richelieu envoie des représentants du roi en province, les intendants. Les intendants n'est pas une fonction nouvelle à cette époque-là, ça date du milieu du XVIe siècle, sauf qu'ils ont tendance à s'installer durablement dans les provinces, ce que va contester un certain nombre de gouverneurs des provinces qui sont aussi des nobles, des grands nobles du royaume. Cette imposition, alliée à ce renforcement très visible dans les provinces de l'autorité royale, va aboutir à une multiplication de complots nobiliaires. Plusieurs nobles seront exécutés dans ces années-là pour complot, et également une résurgence des révoltes populaires. C'est dans ce contexte déjà très tendu que va survenir la mort de Louis XIII, le 14 mai 1643, tandis que Richelieu, lui, meurt en décembre 1642. Avant de mourir, Louis XIII a pu organiser la régence de son fils, âgé de 5 ans, le futur Louis XIV, et il va l'organiser d'une manière assez particulière, puisque dans son testament, il va écrire son désir de mettre en place un conseil de régence qui doit assister la régente Anne d'Autriche. Pourtant, dès le 18 mai, la reine se fait accorder par le Parlement de Paris la régence pleine et entière. Elle n'a pas beaucoup d'expérience politique, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc elle va s'appuyer sur le personnel qui était déjà sous Richelieu, et notamment elle va s'appuyer sur un personnage qui va prendre une importance très forte dans l'histoire de France, c'est bien sûr Mazarin. Mazarin qui va succéder à Richelieu en tant que principal ministre, c'était le nom de la fonction à cette époque-là. Celui-ci va poursuivre finalement la politique de Richelieu, il fait lever de nouveaux impôts qui provoquent des révoltes populaires en province. Les parlements et la noblesse, qui sont titulaires de leurs charges, notamment des charges de justice et de finances, se sentent alors menacés par le pouvoir des intendants qui sont investis par le Conseil du roi pour lever ces impôts et pour créer des tribunaux exceptionnels. Et c'est là où va commencer la fronde dite parlementaire. Le 15 juin 1648, le Parlement de Paris rédige la déclaration de 27 articles, dite aussi arrêt de la Chambre Saint-Louis. Cette déclaration a pour but de réaffirmer le pouvoir des parlements. En effet, elle prévoit la suppression des intendants, elle prévoit aussi la nécessité d'une approbation parlementaire avant la création de tout nouvel impôt, et puis elle vise à une garantie de libertés individuelles. Après un temps d'hésitation, Anne d'Autriche réplique en faisant arrêter 3 parlementaires, dont le parlementaire Pierre Broussel, qui est très populaire à Paris. À cette nouvelle de l'emprisonnement de Pierre Broussel, les Parisiens vont couvrir la capitale de barricades. L'insurrection dure 3 jours et prend fin
avec la libération de Bruxelles. C'est-à-dire que dans un premier temps, le pouvoir royal incarné par Anne d'Autriche cède. Pourtant, les troubles ne cessent pas, tant l'opinion publique est véritablement polarisée. En effet, la Fronde est un phénomène éditorial inédit par son ampleur. Un déluge de libelles, de pamphlets diffamatoires a envahi toute la société de l'époque. Alors, ces libelles, ces pamphlets sont appelés des mazarinades. Elles ont des formats très différents, des contenus aussi très différents. On va trouver des ordonnances, on va trouver des lettres, des avis, des gravures, des chansons, des satires, des poèmes aussi satiriques. Et ces textes s'acharnent véritablement sur la personne donc de Mazarin, mais aussi quand même sur la veuve de Louis XIII, Anne d'Autriche donc. Plus de 500 mazarinades dénonçant leurs innombrables intrigues ont été recensées. Face à l'agitation persistante des Parisiens, Anne d'Autriche quitte secrètement Paris dans la nuit du 5 au 6 janvier 1649 avec le jeune roi Louis XIV et avec Mazarin et se réfugie à Saint-Germain-en-Laye. On a pu dire d'ailleurs que le jeune roi est marqué par cette fuite nocturne et que ça va le porter vers un peu plus d'absolutisme lorsqu'il aura la majorité. Pendant qu'ils sont à Saint-Germain-en-Laye, on est à quelques kilomètres de Paris, la régente envoie le prince de Condé assiéger la capitale. Retenez bien ce nom, il a un rôle très important plus tard. Parlement et bourgeois parisiens tentent de résister, ils vont confier le commandement de la milice à des nobles, notamment Conti ou Beaufort. Mais très rapidement, les parlementaires vont être assez inquiets de la tournure des événements, ils ont du mal à canaliser la révolte populaire et ils préfèrent temporiser en signant avec le pouvoir royal la paix de Reuil le 30 mars 1649. Celle-ci fait des concessions au Parlement, mais laisse le peuple et les bourgeois insatisfaits du maintien de Mazarin et également de la pression fiscale. À partir de là, on va glisser doucement mais sûrement vers la Fronde des Princes. En effet, en province, comme à Paris, les conflits de clans nobles se multiplient entre les parlements, les gouverneurs, les différentes familles de la haute noblesse. Dans de nombreuses régions, les campagnes sont embrasées par des révoltes populaires, paysannes, qui s'en prennent parfois aux princes. C'est le cas de la Normandie, c'est le cas de l'Aquitaine, de l'Auvergne. Et le prince de Condé, enhardi par ses victoires sur les Espagnols, revendique alors la place de Mazarin qu'il déteste tout à fait cordialement. Ou moins cordialement d'ailleurs. Mazarin fait arrêter Condé le 18 janvier 1650 et à partir de là, les nobles vont se diviser entre condéens et anti-condéens. Durant tout 1650, Mazarin et Anne d'Autriche tiennent en échec les princes dans les provinces, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a une véritable guerre civile entre des armées princières et l'armée royale. Mazarin assiège Bordeaux, qui s'était soulevé, et il bat Turenne, qui s'est allié aux Espagnols, à Rethel notamment le 15 décembre 1650. Le succès de Mazarin va réveiller l'hostilité du Parlement de Paris et provoque l'union des deux frondes entre janvier et septembre 1651. Le 7 février 1651, le peuple de la capitale se soulève à l'appel du duc de Beaufort. Bloquée aux Halles, la reine Anne d'Autriche est contrainte de faire libérer les princes tandis que Mazarin s'enfuit en Rhénanie. Alors attention, il ne s'agit pas d'une fuite désespérée, mais c'est une fuite concertée avec Anne d'Autriche, une fuite tactique en quelque sorte, en espérant l'apaisement des tensions, mais pendant ce temps-là, Mazarin reste en étroite relation avec Anne d'Autriche et avec aussi ses ministres. Or, privé d'un ennemi commun, Mazarin ici, les tensions entre les nobles apparaissent au grand jour, d'autant que Louis XIV est proclamé majeur en septembre 1651. Donc des nobles décident de poursuivre la guerre, tandis que certains se rangent derrière le roi majeur. Turenne, un moment frondeur, on l'a évoqué, fait sa soumission, tandis que Condé, lui, se brouille avec les parlementaires et quitte Paris pour rejoindre ses partisans dans la Guyenne. Ainsi débute la troisième phase de la fronde, ce qu'on a appelé la fronde condéenne, de septembre 1651 à août 1653. Condé prend la tête du soulèvement de l'Ormée à Bordeaux et il va s'allier avec les Espagnols.
Rallié au roi, Turenne, lui, devient chef de l'armée royale. Donc là, on voit bien avec ces deux personnages déjà les dissensions dans la noblesse. Au cours de l'année 1652, le pays est véritablement ravagé par la guerre. Poursuivi par Turenne, Condé arrive néanmoins à rentrer dans Paris grâce à l'intervention de la grande mademoiselle, la nièce de Louis XIII, qui fait tirer le canon de la Bastille sur les troupes royales. Le prince de Condé gagne alors le soutien du peuple parisien, mais pas celui du Parlement, ni même de la bourgeoisie parisienne qui commence à être lassée de l'anarchie et qui vont le chasser. Et ils accueillent triomphalement Louis XIV dans la capitale le 21 octobre 1652. La fronde est quasiment terminée à ce moment-là, bien entendu. Il reste juste des poches de résistance condéennes, on pourrait dire, notamment en Guyenne. Le souverain signe une amnistie générale et rappelle Mazarin en février 1653. Le sacre du roi à Reims l'été suivant, ainsi que le départ de Condé pour l'Espagne, marquent la fin de la fronde. Bien décidé à ne plus subir la pression à la fois du peuple parisien notamment et de la noblesse, Louis XIV va s'installer à Versailles où il va faire venir les grands princes de la noblesse pour mieux les contrôler. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.